Jérôme, il va nous baisser les taux, c'est le bull market, on va aller à 8000 points sur le SP500, c'est le moment d'investir. Ok, stop, j'espère que vous réfléchissez un peu plus loin et que vous dites pas simplement baisse de taux équivaut à bull run. Les choses, elles sont bien plus complexes que ça et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau weekly hebdo dans lequel je vais vous débriefer la macroéconomie, voir un petit peu la géopolitique et voir aussi avec vous les marchés financiers. Je vais essayer avec mon analyse et mon point de vue de vous guider un petit peu mieux dans tout ce bruit qu'on a en ce moment. Je vous fais ce petit rappel avant pour vous dire que cette vidéo est uniquement à but éducatif, que ce n'est pas un conseil financier, alors faites toujours vos propres recherches. Mais si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me fera plaisir et ça me donnera de la force. Bon allez, sur ce, on va voir plus précisément si on va assister à un bull market des actifs ou plutôt à un bear market du dollar. Un tournant d'optimisme, mais prudence quand même. Bon, pas besoin de vous rappeler que la semaine du 18 au 24 août, elle s'est terminée par Jackson Hole, c'est-à-dire un rassemblement des banquiers centraux du monde et de différents économistes. Donc sur les marchés, toute la semaine, on était un peu en attente du fameux discours de Jérôme Powell du vendredi. Donc durant la semaine, les marchés ils ont baissé, les investisseurs ils se sont couverts et au fameux discours de Jérôme Powell, ils ont explosé. On est parti d'un optimisme assez clair qu'on allait baisser les taux, puis durant la semaine, on a commencé à douter et enfin le vendredi, on a eu la confirmation d'un pivot de la Fed. Donc oui, dès septembre, la Fed elle est attendue pour baisser de 25 points de base ses taux d'intérêt. Ça fait depuis 2024 qu'elle n'avait pas baissé ses taux et ce fameux moment où elle décide de baisser les taux, on l'appelle le pivot. Jérôme Powell a lui-même dit que les risques du marché du travail étaient plus importants que ceux de l'inflation et que cela justifierait une baisse de taux. Et à partir de ce moment-là, les probabilités de baisse de taux qui avaient baissé durant la semaine, elles ont à nouveau explosé. Et là, on est environ à 85% de probabilité de baisse de taux en septembre. Du coup, on croit toujours à cet atterrissage en douceur. Enfin, on l'espère. Parce que sinon, ça pourrait piquer. Après cette bonne nouvelle de fin de semaine, les indices boursiers, ils se sont envolés. Le Dow Jones en a profité pour marquer un nouveau record historique. Le SP500 a frôlé son record. Et puis les autres indices boursiers, ils ont fortement pump le vendredi. Et ça, c'est sans parler des cryptos. Donc bon, globalement, l'appétit pour le risque, il est bel et bien là. Et on le voit par le gros pump des petites capitalisations et également par le fort rebond des altcoins. Maintenant, qu'est-ce que nous disent les données macroéconomiques? Alors, on a eu un léger rebond de l'immobilier malgré la baisse de confiance des constructeurs. Et on a d'autres données qui sont sorties à deux vitesses. D'un côté, on a l'affaiblissement de l'emploi. Et de l'autre côté, on a une amélioration surprise de l'activité manufacturière. Pour le coup, les données macro de cette semaine, elles n'étaient pas alignées dans la même direction. Pour les pressions et les différents risques, on a toujours la Maison Blanche qui veut absolument que la Fed baisse ses taux d'intérêt. Bien sûr, en plus de ça, on a toujours des tensions commerciales et géopolitiques, mais il faut bien dire que dans tout ce brouillard, Jackson Hole a quand même prévalu sur le court terme. Ce qu'il faut retenir de tout ça pour la suite. Les marchés scruteront cette semaine les confirmations de ralentissement maîtrisé, c'est-à-dire qu'on va checker l'inflation et le niveau de consommation. Et ensuite, c'est là où ça va devenir compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir valider ce fameux pivot de la Fed ou alors pas du tout? Je tiens juste à vous rappeler que ce fameux pivot de la Fed pourrait arriver dans une situation d'inflation non maîtrisée et d'économie qui frôle la récession. Autrement dit, dans une situation de stagflation. Une croissance moyennement résiliente face à une inflation qui est persistante. Bon, la croissance américaine montre des signes de résilience modérée. Le PIB du troisième trimestre semble mieux orienté qu'au début. On l'estime à plus 2,5% annualisé contre 1,3% pour les deux premiers trimestres. Donc pour la faire courte, le PIB devrait se reprendre. Par contre, le point noir, c'est que l'inflation reste supérieure à l'objectif de la Fed. Les prix de vente imposés par les différentes entreprises ont atteint un pic de 3 ans, notamment sous l'effet inflationniste des tarifs douaniers de Trump. Petit rappel des vidéos passées que j'ai faites pour le mois d'août. Rappelez-vous, on a un CPI Core qui est en hausse et un PPI qui a explosé. Et cette semaine, on a l'indice des prix PCE qui va être publié. Soit dit en passant que c'est la mesure privilégiée de la Fed pour mesurer l'inflation. Donc là où je veux en venir, c'est que si les datas précédentes de l'inflation étaient négatives et montraient une inflation persistante, le PCE va également le montrer. Maintenant, on patiente gentiment et on attend la publication de vendredi. Mais si le PCE sort plus haut que prévu, c'est négatif, et s'il sort conforme ou en dessous, là ce sera positif. Emploi et activité, une économie à deux vitesses. Alors cette semaine, on a à nouveau eu un ralentissement du marché du travail. Rappelez-vous juste qu'à partir de maintenant, un ralentissement du marché du travail justifie une baisse de taux d'intérêt. C'est vraiment important de comprendre que maintenant la Fed, elle est concentrée sur le marché du travail plus que sur l'inflation. Et en parlant de ça, du coup, les inscriptions hebdomadaires au chômage, elles ont à nouveau explosé cette semaine. On a eu une hausse de 11 000 par rapport à la semaine d'avant, portant ce chiffre à 235 000. C'est la plus forte hausse en 3 mois et le niveau le plus élevé depuis juin. Cela nous mène à 1,972 millions d'Américains qui perçoivent une allocation de chômage. C'est un sommet depuis fin 2021. Un dynamisme contrasté avec une économie qui est à deux vitesses. Donc jusqu'à maintenant, on avait une activité manufacturière et un marché du travail qui était plutôt faible par rapport à une activité de service plutôt élevée. Donc tout simplement, l'industrie était plutôt
faibles et les services plutôt forts. Mais cette semaine, on a une donnée qui est sortie en hausse et qui a relativement surpris. L'indice PMI a marqué un pic sur 8 mois pour atteindre les 55,4. Et là, c'est même l'industrie qui a mené cette amélioration, avec un indice manufacturier qui est passé de 49,8 à 53,3, son plus haut niveau depuis mai 2022. D'où le fait que, on le verra, le Dow Jones a marqué un plus haut historique. Mais du coup, récession ou pas récession? J'arrive plus à comprendre là. Et il va bien nous falloir de nouvelles données macroéconomiques pour que ça s'éclaircisse. Du côté de l'immobilier, est-ce qu'on aurait un point bas qui serait dépassé? Malgré un recul de la confiance des constructeurs, les mises en chantier de logements ont bondi de 5,2% en juillet. Et ce, notamment grâce au logement collectif. Et en plus de ça, on a les ventes de logements anciens qui ont bondi de plus 2%. Alors, est-ce qu'on aurait enfin atteint un point bas dans ce marché immobilier catastrophique aux États-Unis? À voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'une baisse de taux d'intérêt, ça pourrait nettement le soulager. La Fed sous pression est carrément au pied du mur. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, alors je vais passer ça un peu plus rapidement. À Jackson Hole, on a eu un discours plutôt dovish de Powell. Il dit que les risques sont croissants sur le marché du travail et que ça justifierait une baisse de taux. Les traders là-dedans prennent leur pari. Plus de 80% de probabilité de baisse de 25 points de base en septembre et moins 50 points de base d'ici la fin 2025. Les minutes du FOMC de juillet ont révélé que Bowman et Waller étaient pour une baisse de taux d'intérêt. Donc deux personnes de la Fed jugeaient que le marché du travail s'effondrait et qu'il fallait absolument baisser les taux. Et dites-vous bien que c'est la première fois depuis 1993 que plus d'un membre est contre la majorité. Rappelez-vous juste que Powell il doit être remplacé et que certaines personnes montrent des signaux à Trump. Youhou, je suis là, j'aimerais bien être président de la Fed. En plus de tout ce que je viens de vous raconter, il y a Trump qui vient poser la cerise sur le gâteau. Bah oui, il exige même la démission d'un gouverneur de la Fed. Et ça c'est pas normal, du coup ça ravive les craintes d'une atteinte à l'indépendance de la Fed. Résultat final à retenir, c'est qu'avec ce fameux pivot de la Fed, le dollar il s'affaiblit. Faisons maintenant un petit tour rapide autour du monde. Bon, la paix en Ukraine, c'est pas pour demain. La Russie, elle a confirmé ses limitations d'exportation de pétrole pour le mois de septembre. Du côté du Moyen-Orient et de Gaza, c'est vraiment pas la joie. On a une nouvelle escalade du conflit avec Israël qui veut mener une offensive sur Gaza City. Pour les relations sino-américaines, c'est toujours pas le top. On a toujours la Chine qui critique le protectionnisme américain, menaçant les différents liens agricoles, et toute nouvelle salve tarifaire pourrait à nouveau accélérer l'inflation aux États-Unis. Pour l'économie chinoise, on a le gouverneur chinois qui tiendra une réunion économique fin août. Va-t-on assister à des mesures de relance économique plus robustes ou pas? Ce qui est sûr, c'est que ça pourrait être positif pour l'économie mondiale. La chose importante tout de même à retenir, c'est que parmi tout ce bruit, c'est quand même Jackson Hole qui a prévalu cette semaine. L'économie américaine donne toujours la mesure pour les marchés financiers mondiaux. Et cette fameuse baisse de taux attendue en septembre a permis une forte augmentation des différents indices mondiaux. Action US, la rotation en marche. Petit récap des différentes performances des indices. Le Dow Jones c'était plus 1,5% sur la semaine. Le SP500 lui c'était plus 0,5%. Le Russell 2000 a marqué plus 3% sur la semaine. Et le Nasdaq lui était en repli de moins 0,6%. La chose à noter c'est qu'on a pu voir cette semaine une petite rotation sectorielle. Les titres cycliques et domestiques ont bien performé alors que les méga caps ont légèrement baissé. La chose assez intéressante à comprendre c'est qu'une baisse de taux ça relance l'économie. Et par le même phénomène ça relance les actions cycliques. Après pour les méga caps qui sont surévalués selon moi, c'était logique qu'on observe une prise de profit juste avant Jackson Hole. Parce qu'on s'est tout simplement couvert au sommet, on a attendu la news de Jackson Hole pour rebondir. Du côté des devises et des commodities, on a le dollar en repli et une ruée vers l'or. Le Dixie a baissé cette semaine d'environ 1% pour passer sous les 98 points. C'est son premier repli net hebdomadaire depuis juillet. Pour le VTI, il a terminé en hausse de 1% sur la semaine pour clôturer autour des 64 $ le baril. Pour le Brent, on l'a vu à environ 68 $ le baril en fin de semaine. Comme je vous l'avais déjà dit, la tendance à court terme du pétrole montre une possible résolution ou pas du conflit Ukraine-Russie. Si on a des avancées de paix dans le conflit, on a un pétrole qui chute, et au contraire si le conflit persiste, alors le pétrole il augmente. Du côté du métal jaune, on a bondi à 3370 $ l'once, ce qui lui fait plus 1,5% sur la semaine, ce qui fait qu'on est toujours plus ou moins vers les sommets historiques. Ce mouvement il reflète clairement une volonté de protection contre le fameux scénario de stagflation. Et pire, une inflation qui pourrait encore plus accélérer. La chose importante à comprendre c'est qu'un dollar faible améliore les marges des multinationales américaines. Donc de ce point de vue là, les indices boursiers américains ils doivent augmenter. Et l'autre chose à comprendre c'est qu'un environnement inflationniste et de stagflation ça encourage l'or à la hausse. Donc au fait dans une situation de stagflation avec
une inflation qui galope et même qui accélère, le grand perdant c'est le dollar et toutes les personnes qui ne détiennent pas d'actifs. Donc au fait, si on continue sur cette voie, bull run il y aura très certainement, mais pourquoi? Parce que le dollar va clairement s'affaiblir. Et le réel problème dans tout ça, c'est qu'on va à nouveau observer un écart de richesse entre les personnes qui détiennent des actifs et qui vont s'enrichir et les personnes qui n'en détiennent pas et qui vont réellement s'appauvrir à cause d'un pouvoir d'achat plus faible. La crypto, l'appétit pour le risque qui stimule le marché. Bon, bien sûr, dans toute cette euphorie, la crypto en profite. En ce moment, la progression, elle se poursuit avec une corrélation positive avec les marchés traditionnels. Bon, certes, Bitcoin est à 113 000 $ avec une correction de 3% sur la semaine, mais ça reflète assez bien la baisse du Nasdaq qu'on a eu en début de semaine, puis un rebond, puis le Bitcoin par contre a continué le week-end à baisser. Par contre, du côté des altcoins et d'Ethereum, on a une forte hausse. Et cette hausse, on peut la corréler avec la hausse des petites capitalisations. L'Ethereum a atteint un plus haut historique à 4 900 $ dimanche, soit une hausse de plus 11% sur la semaine. Et oui, on aurait éventuellement un feu vert réglementaire pour des ETF Ethereum Spot. Chose importante à comprendre, c'est que la crypto représente un baromètre de liquidité. Donc toute la liquidité mondiale finit dans les cryptos si la propension au risque augmente. C'est-à-dire que les flux monétaires vont d'abord aller dans les actions qui en ce moment augmentent, puis elles vont aller dans Bitcoin qui en ce moment a également augmenté, et puis pour finir, comme tout le reste a déjà fortement augmenté, ça va aller dans les altcoins. Maintenant, si la base, c'est-à-dire les marchés traditionnels, elle s'effondre, alors la crypto va s'effondrer avec. Mais bon, vous l'avez compris, avec un dollar qui s'affaiblit et une stagflation et une inflation qui pourrait repartir, on n'est pas prêt de voir les marchés financiers qui, disons-le, sont dans une bulle s'effondrer. C'est parti, on démarre les analyses graphiques avec le SP500. Donc vous le voyez, cette semaine, le SP500 a subi une forte prise de profit. Donc globalement, on a les investisseurs qui se sont couverts par rapport au fameux risque de Jackson Hole. Puis ici, le vendredi, suite à l'annonce de Jérôme Powell d'une possible baisse de taux, on a le SP500 qui a fortement augmenté. Résultat, on a clôturé autour des sommets historiques qui représentent une forte résistance. Pour le RSI Daily, vous le voyez, on est sous la moyenne mobile, ce qui est plutôt négatif. Par contre, le RSI en 4 heures, on voit qu'il dépasse presque la moyenne mobile, donc à voir maintenant en début de séance s'il va le dépasser ou pas. Mais voilà, concernant l'évolution de cette semaine du SP500, c'est très difficile à dire. Une chose est sûre, c'est qu'une cassure du super trade dans 4 heures pourrait annoncer un possible retournement court terme. Et comme point d'entrée moyen terme, c'est sûr qu'il ne faut pas entrer sur les sommets historiques. Il vaut mieux attendre un repli sur moyenne mobile 20 jours qu'on a subi cette semaine, ou plutôt carrément un repli sur moyenne 50 jours. Donc conclusion pour moi, attendez les données et attendez un repli sur des moyennes mobiles pour investir. Pour le Nasdaq, vous voyez que la correction elle a été un peu plus sévère au cours de la semaine. On a un double bottom qui est en train de se former avec un RSI qui est proche des 50 points. Attention, il est toujours sous sa moyenne mobile, donc on pourrait voir un nouveau rejet. Maintenant, c'est pareil que pour le SP500, c'est difficile de prédire ce qu'il va faire cette semaine. Toujours est-il qu'on a la moyenne mobile des 50 jours qui est pas loin et le super trend daily qui est en positif, mais on n'est pas loin de le passer en négatif. Si vous deviez chercher un point d'entrée, alors cherchez la moyenne mobile 50 jours. Petit rappel quand même pour vous dire que tout ça, ce n'est pas un conseil financier, mais uniquement à but éducatif et uniquement mon avis. Regardez ici, on a le Dow Jones qui a franchi les plus hauts historiques. La bougie de cassure, elle est nette et sans bavure. Maintenant, la cassure des plus hauts historiques n'est pas un bon point d'entrée. Il vaut mieux attendre un léger pullback avant de se positionner. Si on regarde la performance relative du Dow Jones par rapport au Nasdaq, on peut voir qu'elle était très négative. Et là, au cours de la dernière semaine et demie, on peut voir que c'est passé en positif. Donc les valeurs industrielles, elles kiffent la possible baisse de taux d'intérêt annoncée par Jérôme Powell. Regardez pour le Russell 2000, on peut voir que la performance relative au Nasdaq était également négative et qu'ici on a eu un fort rebond. Pareil, les petites caps kiffent ce possible pivot de Jérôme Powell. Encore une fois, ici ce n'est pas un bon point d'entrée. Le point d'entrée, il était autour de la moyenne mobile 200 jours et le prochain point d'entrée sera sur une moyenne mobile 20 jours ou 50 jours. Du côté de l'or, rien n'a bougé la semaine passée, mis à part une belle bougie en 4 heures suite au discours de Powell. On a toujours cette belle consolidation qui dure depuis plusieurs semaines. Maintenant, on attend une cassure, un pullback et une cassure des précédents hauts historiques. Ici, je vous présente le grand perdant de la semaine. Vous le voyez ici, la bougie 4 heures suite au discours de Powell, elle est impressionnante. Cette bougie qu'on peut voir aussi en daily, elle en avale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Et en plus de ça, elle casse une ligne de tendance. La seule chose qui maintient le Dixie, c'est le super trend qui est ici en vert. Vous le voyez ici, le RSI daily, il passe sous sa moyenne mobile. Et là, le RSI weekly, il est sur la moyenne mobile. Enfin bon, inutile de
vous dire que le DXY est en mauvaise posture. Pour Bitcoin, ça se complique un petit peu. À l'heure à laquelle je vous parle, on est lundi, il est 10h45 et le Bitcoin est autour des 111 000 $. Ici, vous voyez la bougie en 4 heures du discours de Jérôme Powell qui était assez net, mais les investisseurs sur Bitcoin ont décidé que c'était pas suffisant et pendant le week-end, il a fortement corrigé. Juste ici, on a un rejet sur moyenne mobile 50 jours, plutôt négatif à moyen terme, et là, on est en train de réintégrer la précédente résistance qui est devenue support. Donc attention à Bitcoin à moyen terme. Après, niveau long terme, on a toujours la moyenne mobile 200 jours qui est autour des 100 000 $. Donc on a de la marge. Du côté d'Ethereum, vous le voyez juste ici, c'est la bougie daily du vendredi 22 août. Donc suite au discours de Jérôme Powell, Ethereum a fortement explosé pour atteindre ce week-end les 4 960 $. Maintenant, qui dit sommet historique dit forcément prise de profit et ce n'est pas le bon moment d'investir sur Ethereum. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, une moyenne mobile 20 jours minimum pour investir sur Ethereum, voire même une moyenne mobile 50 jours. Ce qui serait intéressant de voir, c'est une consolidation entre les 4 000 et 5 000 $ pour ensuite pouvoir exploser plus haut. Maintenant, c'est possible que le momentum soit tellement fort qu'on casse les 5 000 $ au cours de la semaine. Mais maintenant, si vous cherchez une moyenne mobile pour investir, vous éliminerez le risque de fortes pertes en cas de correction. Un petit mot juste ici sur la Bitcoin dominance qui est en forte chute depuis fin juin. Elle s'est effondrée de plus de 12% depuis fin juin. Maintenant, vous le voyez ici, elle s'est tellement effondrée rapidement qu'on pourrait avoir un léger rebond, donc un léger retour sur Bitcoin avant un vrai pump des altcoins. Et du coup, ça coïnciderait avec un Ethereum qui prend son temps avant une nouvelle jambe haussière. Pour l'agenda économique de la semaine et les résultats importants qui vont être publiés. Premièrement, lundi, on aura les ventes de logements neufs. Ensuite, mardi, on aura la confiance des consommateurs et les commandes de biens durables. Mercredi, on aura la publication des résultats de Nvidia, donc faites bien attention à mercredi. Puis jeudi, on aura des données sur le PIB, sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, également une vente de trésors américains à 7 ans, les promesses de vente de logements et aussi différents résultats de différentes entreprises. Pour le vendredi, qui est le deuxième jour sport de la semaine, on aura les revenus et dépenses des ménages pour le mois de juillet, ainsi que l'indice des prix PCE. Avec ça, on aura l'indice PMI de Chicago et aussi l'indice final de confiance des ménages par l'Université du Michigan. Voyons maintenant ensemble les différents risques et scénarios possibles haussiers et baissiers. La désinflation accélérée. Si l'inflation PCE qui sort vendredi ralentit, on pourrait voir la Fed baisser les taux d'intérêt plus rapidement que prévu. Ça pourrait être positif pour le marché obligataire, mais également pour les marchés traditionnels actions. Un boom de la productivité liée à l'intelligence artificielle. Les investissements massifs dans l'intelligence artificielle dopent la productivité, permettant peut-être une croissance forte et sans inflation. Ça pourrait être positif pour les actions technologiques de croissance et pour le SP500. Du côté des scénarios baissiers, on pourrait avoir une stagflation persistante. L'inflation, elle resterait bloquée à cause des tarifs américains malgré le ralentissement économique. En plus de ça, on pourrait avoir un pétrole qui augmente subitement à cause des tarifs de Trump. Ça pourrait mener la Fed à hésiter sur la baisse de taux d'intérêt. Ça pourrait être néfaste pour le Nasdaq et les indices boursiers et positif pour les tips. On pourrait également avoir un choc politique ou institutionnel, soit avec un blocage budgétaire prolongé ou une tentative de limogeage de Jérôme Powell. On pourrait avoir subitement une peur du risque et un indice VIX qui explose, avec une fuite vers les valeurs refuges et vers la qualité. Autre scénario, c'est une escalade géopolitique majeure. Rappelez-vous juste que les conflits armés, comme on l'a vu dans le passé, peuvent surgir du jour au lendemain. Avec ça, on pourrait avoir une flambée du pétrole, un effondrement de la confiance, et ça, pareil, ça pourrait provoquer une chute des marchés actions et un retour vers la valeur refuge. Conclusion de cette vidéo, préparez septembre, un test de crédibilité. Rappelons-le, cette semaine écoulée s'est traduite par un optimisme prudent, avec les investisseurs qui parient sur un pivot de la Fed en septembre à cause d'un marché du travail faible. Le rallye estival s'est construit sur un scénario d'atterrissage en douceur et d'une détente monétaire ordonnée. On a vu une rotation sectorielle en faveur des valeurs cycliques et du value qui témoigne de ce repositionnement. La semaine qui arrive, ça va être un réel test de crédibilité. D'un côté, il ne faut pas que les résultats de Nvidia déçoivent, parce que toute cette bulle autour de l'intelligence artificielle, elle est construite également autour de Nvidia. Et en plus de ça, on a les données sur l'inflation PCE. Rappelons que si l'inflation accélère encore fortement, ça pourrait faire douter la Fed d'une baisse de taux en septembre. Mon petit conseil, c'est de rester agile. Si les catalyseurs clés devaient surprendre défavorablement, n'hésitez pas à être flexible et à vendre vos positions pour vous réorienter sur des valeurs plus de refuge. Ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, mais actuellement on vit un rallye historique, voire même une énorme bulle. Donc vraiment attention à un possible éclatement de la bulle. Mais par contre, si l'inflation elle galope et que les baisses de taux arrivent comme prévu, alors là il va falloir détenir des actifs et il va falloir juger lesquels sont les plus performants par rapport aux autres. Mais le plus important à ce moment-là, ce sera de ne pas détenir du
dollars. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère avoir pu vous éclairer un petit peu sur la situation économique actuelle. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Weekly Hebdo et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.